Bonjour, je suis très heureux, enfin nous sommes très heureux, Christine Colmont et moi, de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2022 de Santé Plus. Et notre invité n'est autre que le docteur Jean-Louis Gouin, qui est chirurgien plasticien, chirurgie esthétique aussi, comme on dit, mais plasticien c'est plus correct. Donc, docteur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment pouvez-vous définir en gros votre métier? Est-ce que ça consiste seulement à satisfaire les exigences de vos patients qui souhaitent devenir plus beaux, ou est-ce que je pense que c'est un métier beaucoup plus vaste? Alors votre question est très bonne parce qu'en fait, nous, notre problème, c'est pas de satisfaire les gens, c'est de savoir ce qui les satisfait. Et ça, c'est le plus difficile à comprendre. Il faut d'abord essayer de savoir ce qui les perturbe. Parce que c'est pas parce que nous, on a une idée sur le sujet qu'on détient la vérité sur la chirurgie esthétique. C'est eux qui vont nous donner la clé de ce qu'ils veulent. Ça veut dire que l'interrogatoire dans cette chirurgie est très important parce qu'on va devoir les voir peut-être plusieurs fois de suite avant de se décider à opérer et peut-être ne pas les opérer parce que il faut savoir absolument ce qui peut donner un résultat positif, mais ce qui peut aussi les perturber à vie par la suite. Parce que le changer, ça j'ai le droit de changer quelqu'un, c'est quand même un peu lourd. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre si les motivations sont bonnes, si elles sont logiques et plausibles, et si le résultat va être bon. Voilà. Est-ce que vous avez des personnes qui n'ont absolument pas besoin de se faire opérer, et enfin à votre avis, enfin en tant que médecin, et qui malgré tout persistent? Admettons, vous refusez de les opérer, qui vont voir un autre de vos confrères, et est-ce que ça arrive assez souvent, ce genre de cas? Votre question est exactement le problème, c'est-à-dire que ça nous arrive très souvent. Vous avez des gens, vous les regardez en vous demandant, mais attendez, là il y a un problème, parce que il n'y a rien de spécial, quoi. Ou tout au moins, ça justifie pas ce que je vous disais tout à l'heure, l'opération. Après, c'est aussi sous-tendu par des complexes. Donc il faut savoir pourquoi ils recherchent ça. Par exemple, vous avez plein de gens qui font ça dans l'espoir de ramener un conjoint qui est un peu éloigné, en s'imaginant qu'en faisant une intervention, ils vont la rattraper, ce qui est totalement faux. Donc il faut quand même être très pragmatique, hein. Il faut essayer derrière toute la façade de la chirurgie esthétique, il faut essayer d'être un peu psychologue. Voilà. Essayer de voir pourquoi ils font ça. Oui, et quand on dit chirurgie esthétique, il y a le mot chirurgie. Est-ce que les patients se rendent compte que c'est une opération sérieuse? Alors ils sont souvent très perturbés par la chirurgie en elle-même. Ça leur fait peur. Beaucoup plus peur que ce qui est justifié d'ailleurs, parce que en fait c'est une chirurgie où il y a très peu d'incidents. Enfin, peut y en avoir évidemment, hein. Mais d'une façon générale, c'est pas une chirurgie où si on cerne bien le problème, il y aura des gros incidents possibles. Par contre, il peut y en avoir sur l'indication chirurgicale qu'on pose, c'est-à-dire sur ce qu'on va leur faire et qui va les changer. Ça, oui. Par exemple, ça peut être le nez. Par Oui. exemple, je sais pas, quelqu'un qui ressemble, qui a le même nez que son père et qui n'aime pas son père, a envie de changer. Donc, toute cette dimension psychologique, vous devez effectivement avoir accompagné les patients dans cette dimension-là, Oui. pour éviter qu'ils perdent leur identité. Oui, alors, si vous voulez, l'intérêt, c'est de savoir dans tout ça ce qu'est l'intérêt de la beauté, ce qu'est l'intérêt de la laideur, parce qu'il y a les deux qui se mixent. Ça veut dire que dans quelque chose qui va perturber quelqu'un, par exemple, vous parliez d'un nez, il y a peut-être des choses à garder pour que ça reste joli ou attrayant. Si vous faites quelque chose de parfait, c'est pas certain que ça donne quelque chose de beau. La beauté, c'est pas absolument l'harmonie complète. Il faut savoir que l'harmonie complète, c'est souvent lassant. Par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, le livre, dans le livre que j'avais préparé, on disait la beauté boite, c'est Cocteau qui a dit ça, parce que, en fait, pour que la beauté soit attrayante, il faut qu'elle soit pas parfaite. Sinon, si elle est parfaite, elle risque d'être lassante. Voilà. Qu'est-ce que vos patients recherchent? Est-ce qu'ils cherchent vraiment la beauté, ou ils se cherchent un autre personnage, une autre image? Alors moi j'ai été surpris parce qu'il y a souvent des gens qui sont relativement beaux et qui veulent changer à tout prix. Alors ça c'est très suspect parce que pourquoi changer quand on a un aspect, j'allais dire, qui est normal? Alors après, est-ce que c'est pour améliorer une image ou est-ce que c'est pour ressembler à quelque chose? Il faut se méfier de ça parce que si c'est pour ressembler à quelque chose, ils ne seront pas contents.
ils vont pas ressembler à ce qu'ils imaginent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la partie psychologique est très importante dans l'indication qu'on va poser. Et donc on parle de chirurgie esthétique, mais ça peut être l'esthétique, ça peut être aussi de la chirurgie réparatrice. Par exemple, quand il manque une oreille, chez certaines ça, enfants. C'est la partie noble de notre art, j'allais dire. La réparatrice, c'est beaucoup plus valorisant que la chirurgie esthétique. Encore que la chirurgie esthétique, quand on va au fond des choses, ça devient passionnant parce que, je vous dis, ça fait appel à des tas de critères qui sont très, très difficiles à discerner, quoi. Alors, dans la chirurgie réparatrice, c'est redonner confiance aux gens qui ont perdu, si vous voulez, un aspect. Mais il ne faut pas se leurrer, la chirurgie réparatrice, c'est jamais parfait. Reconstruire un sein, ça va être très bien. Ça ne sera jamais un sein normal. Et ça, il faut être très méfiant parce que souvent les gens s'imaginent qu'en allant faire de la chirurgie réparatrice, j'allais dire plutôt qu'esthétique, je prends le mot volontairement dans le terme réparateur, ils s'imaginent que ça va être comme avant. Or, ça ne sera pas comme avant. Ça sera mieux, mais ça ne sera pas forcément comme ce qu'ils imaginent. Donc, il faut bien discuter avec eux pour leur faire comprendre et toucher du doigt que c'est une réparation, que ce n'est pas un renouveau. C'est-à-dire que vous avez aussi comme patient des victimes d'accidents? Oui, beaucoup. Moi, je fais beaucoup de chirurgie, des cancers de la face, avec des tumeurs ou des trucs comme ça, il faut faire des lambeaux et tout ça, de façon que ça se voit le moins possible. Et vous avez, quand on analyse bien le problème, ça se voit quasiment pas après, bon, à moins que ce soit des tumeurs très importantes. Mais d'une façon générale, là, c'est là où l'esthétique est très intéressante, parce que il faut s'approcher le plus possible de la réalité, de ce qui va leur redonner l'idéal, quoi. Là, pour le coup, ça... Et qu'ils puissent ressortir, avoir un peu ce sentiment d'être à peu près normaux, même si, effectivement... Absolument, voilà. Il faut redonner confiance en eux aussi. Voilà, tout à fait. La réparatrice, c'est passionnant à cause de ça. C'est qu'il faut leur redonner, si vous voulez, confiance dans leur visage, quoi. Et ça, c'est pas évident. Alors, évidemment, je parle pas des brûlés, parce que les brûlés, c'est pire que tout. C'est très difficile de redonner un résultat esthétique à un brûlé. On arrive à l'améliorer, mais c'est quand même le pire, le plus difficile à faire. Tandis que pour une tumeur, on arrive par des lambeaux, des choses à redonner un aspect beaucoup plus logique. Enfin, beaucoup plus abordable. Pas abordable, plus esthétique, j'allais dire. Voilà. Vous nous avez apporté quelques photos d'interventions que vous avez réalisées sur des patients, patientes. On va les regarder. Vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement. Alors ça, c'est une rhinoplastie. Alors là, malheureusement, le collant descend un peu trop bas et elle avait une bosse et là, elle est cachée. Vous voyez, on a réaligné le nez, on a refait un nez plus fin, mais vous voyez pas l'angle. En fait, il aurait fallu déplacer un tout petit peu. On va changer de photo. Oui, voilà. Même chose, ça cache un petit peu la bosse. Tout ça, on essaye d'affiner complètement la ligne de crête du nez, de façon à lui redonner... alors ça, c'est un lifting, mais c'est une femme qui voulait que le cou. Donc vous voyez, elle avait un cou très abîmé, et donc on a aspiré la graisse, retendu les muscles. Vous voyez qu'elle a une ptose sur la partie latérale du visage, une ptose assez importante du muscle paussier, c'est-à-dire ça s'est détendu. Ça, c'est un autre cas que je vous ai mis qui est intéressant parce que c'est une femme qui avait une grosse atteinte cutanée. Et on l'a traitée par une technique très nouvelle maintenant, qui est la microlipostructure, c'est-à-dire qu'on régénère les cellules graisseuses, on les injecte sous la peau de façon le plus proche possible de la ride. Et vous voyez, ça gomme tout. Même chose là, le cou, vous voyez, elle voulait un contour de visage, redonner les pommades et avoir un cou impeccable. Donc ça permet de redonner tout ça. Ça, c'est une ptose généralisée chez une femme jeune. Alors ça, c'est pareil. Chez les jeunes, il faut faire attention de ne pas tirer trop la peau pour leur donner un aspect figé. Il faut que ça reste très naturel. Le maître mot... Alors là, c'est un autre cas, vous voyez, où la peau est extrêmement abîmée, qui a été restaurée totalement par la microlipostructure. C'est-à-dire l'injection de microcellules de graisse qui régénèrent tout. Donc c'est les cellules souches. Et c'est durable? Ah, ça tient bien, oui. C'est incroyable, la différence, c'est prodigieuse. Vous voyez, on arrive à carrément les retenir. Alors, dans la chirurgie esthétique, je vous ai mis quelques photos pour parler en gros rapidement d'autres chirurgies. Les seins, par exemple, toute la chirurgie de la ptose mammaire, il suffit de la remonter pour donner un résultat plus satisfaisant. La symétrie mammaire, là c'est le sein gauche qui est plus petit que le sein droit. Il faut remonter un sein, mais dans la symétrie, on n'arrive jamais à une symétrie parfaite. Il y a toujours une petite chose qui persiste quand même.
Et à la limite, c'est plus facile de traiter une ptose qu'une asymétrie. Là, c'est pareil, une forte ptose sur une hypertrophie, on diminue et on remodèle. Et ça donne des résultats, si vous voulez, qui sont plus logiques et plus esthétiques, quoi. Oui, puis ça, je suppose que pour ces femmes qui ont une hypertrophie mammaire, elles ont des problèmes de dos et donc Voilà, tout à je suppose fait. que médicalement, ça les soulage, ça soulage pas mal. Voilà. Quels sont les cas les plus répandus alors? Bah, moi, j'ai fait beaucoup de lifting parce que c'était ma passion. Les nez aussi, parce que j'aimais bien faire des nez. La rhinoplastie, c'est la chirurgie, j'allais dire, noble de notre métier, parce que ça paraît tout simple et c'est en fait très compliqué. Il faut vraiment... Ah oui, c'est une chirurgie où pour être dans l'excellence, il faut vraiment en avoir fait beaucoup. Il y avait un dicton dans quand on était chef de clinique qui disait « fallait en avoir loupé 100 pour en faire un bien ». C'est un petit peu amusant, mais c'est pas idiot. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment un entraînement à avoir qui est pas facile. Et la rhinoplastie, c'est pas de la chirurgie facile, de la chirurgie esthétique. Voilà. Et en Afrique, puisque nos téléspectateurs qui nous regardent habitent essentiellement en Afrique, même si on a des personnes en France qui nous regardent également, et quels sont peut-être les cas les plus fréquents de chirurgie réparatrice ou esthétique? Alors en Afrique, bon, il y a le Noma, il y a tout ça, mais ça c'est vraiment de la chirurgie réparatrice lourde. Mais en matière de rhinoplastie, on arrive à faire des choses intéressantes sur des nez très empâtés, très larges. Oui, on arrive à les réduire, à affiner quand même un peu. Même si on n'arrive pas à redonner des nez absolument dessinés à la perfection, parce qu'il y a un problème cutané, d'épaisseur de peau qui joue, et donc on n'arrive pas de façon aussi facile à traiter un cas et à lui redonner la ligne qu'on veut exactement. Mais on améliore beaucoup, oui. Après, il ne faut pas effectivement tomber dans les excès comme un chanteur connu, pour ne pas le nommer, Michael Jackson, dont l'apparence a complètement changé. Alors donc, ça, c'est pas... Mais Michael Jackson, c'est un autre problème, c'est les multi-interventions. Vous savez, il y a... Alors ça, c'est une question intéressante, vous allez voir pourquoi. Parce que on a des gens qui reviennent comme ça, persuadés que ça va jamais, qu'il faut refaire un truc. Et là, c'est le chirurgien c'est un problème d'éthique. C'est le chirurgien qui doit les dissuader. Il ne faut pas les laisser à rentrer là-dedans parce qu'ils ne vont pas s'en sortir. Et Michael Jackson, ça a été ça, quoi. Il est tombé sur quelqu'un qui l'a opéré, et ça arrive à la catastrophe qu'on connaît, quoi. Mais rien ne s'oppose dans la profession à ce ce genre de procédé perdure et que les chirurgiens opèrent 5 fois, 10 fois la même personne. Rien ne s'y oppose. Rien, c'est bien le problème. On ne peut rien leur reprocher. Vous savez, c'est une spécialité où l'éthique devrait être très importante et devrait être très mesurée. C'est-à-dire que ça devrait faire partie, si vous voulez, des qualités qu'on reconnaît à un chirurgien. C'est-à-dire qu'il faut savoir refuser, quoi. Il faut savoir dire non. Et je pense que c'est très important. Avec la 5e vague actuelle de Covid, est-ce que les opérations commencent à être reportées, puisque c'est effectivement... Oui, mais ça a été reporté déjà plusieurs fois. Là, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, mais je pense qu'on va l'avoir. Encore que ce variant étant pas très violent, je ne suis pas persuadé que les services sont encombrés très vite. Donc, je pense qu'on va continuer à opérer normalement. D'accord. Pour l'instant, les cliniques ne nous ont pas prévenus qu'on arrêtait pour l'instant. D'accord. Et sinon, on voit pareil avec la Covid, toujours ce sujet qui nous préoccupe tous les jours à tous. Il y a eu aussi pas mal de congrès qui se sont déroulés en virtuel. Et il y a le congrès de l'IMCAS, qui est le congrès de la chirurgie esthétique, oui. enfin non, de la médecine esthétique. Est-ce que vous pensez que c'est quand même possible de pouvoir discuter toujours avec vos confrères sur les nouvelles techniques et tout, même à distance ou sans les voir c'est possible, mais c'est compliqué quand même. Moi, je trouve qu'un congrès où on n'est pas en direct et en visuel, c'est quand même un peu difficile. Parce qu'en plus, cette chirurgie, comme l'IMCAS dont vous parlez, c'est une chirurgie, j'allais dire, de la médecine esthétique. Il y a un peu de chirurgie, mais il y a beaucoup de médecine. Alors, la médecine esthétique, c'est des touches, j'allais dire, c'est une action très mesurée et assez légère. Plus légère que la chirurgie. Par exemple ? Par exemple, c'est des injectables, combler des rides avec des produits, voilà. Ouais. C'est pas forcément aussi efficace. Enfin, j'allais dire, non, je vais pas employer ce mot-là parce que c'est pas gentil pour les gens qui le font, mais c'est pas forcément aussi rapide que la chirurgie. Donc, on peut être amené à faire plusieurs séances et ainsi de suite avant d'obtenir le résultat qu'on veut. Mais ça permet aussi aux gens
d'éviter la chirurgie. Est-ce qu'il y a des modes, au fil des années, ça fait quand même un certain nombre d'années que vous exercez dans ce domaine, est-ce que vous avez senti des modes de Ah oui. certaines opérations Ça c'est une question amusante, c'est vrai. Moi, j'ai vu, par exemple, à une époque, on avait les périodes, on a rayé même en bloc opératoire, parce qu'on avait des périodes nez, des périodes seins, des périodes lift. Alors, on faisait 40 nez à la queue leu comme ça, puis on voyait plus de nez. Et puis après, c'était les lifts. Alors, on voyait des liftings, les liftings, puis plus de lifting. Et jamais pu expliquer pourquoi ça se passait. C'est dû à une mode de film ou de vedette ou de... Je pense pas. Je pense que c'était... Alors là, c'est l'influence, si vous voulez, de la télévision. Parce que la façon de voir la télévision des gens, ils regardent certaines choses, ils regardent toujours la même chose. C'est pareil, curieux, mais quand vous regardez, vous voyez un programme de télé, vous allez vous apercevoir, vous focalisez toujours sur un endroit. Et je pense que à force de voir un nez comme ça leur disait, attendez, il faut que j'intervienne sur le mien, il me plaît pas. Alors là, c'est là où c'est intéressant, parce qu'il me plaît pas, mais est-ce que c'est justifié qu'il vous plaise pas? Voilà. On le voit, effectivement, vous disiez qu'au fil des ans, ça change. Il y a aussi l'évolution de la technologie. Qu'est-ce que ça a changé ces dernières années avec toutes les interventions, même en tant que chirurgien, les nouveaux dispositifs médicaux, les nouveaux produits, les nouvelles techniques? Moi, je pense que ça s'est raffiné. Mais il n'y a pas eu vous savez, il y a eu dans la chirurgie plastique esthétique, il y a eu des grands domaines. Les grands domaines, ça a été l'apparition de la liposuction, par exemple, qui a modifié ça pendant 10 ans. On a modifié les corps comme on voulait grâce à la liposuction. Puis après, ça a été la micro-lipostructure, la lipostructure. La lipostructure, ça a été le début, c'est l'injection de graisse qui a permis des augmentations de volume. Par exemple, pour remplacer un sein manquant ou des fesses. Ça a été déjà encore une nouvelle évolution. Vous voyez, ça évolue par grandes phases. Mais au milieu de la phase, il y a des raffinements beaucoup plus intéressants. La rhinoplastie, entre le moment où on a commencé puis maintenant, on a évolué plein de fois sur la qualité technique des instruments qu'on utilisait, sur ce qu'on modifiait ou ce qu'on modifiait. Par exemple, moi j'ai connu l'époque où à mon avis, on a enlevé beaucoup trop de cartilage, beaucoup trop de choses. Et maintenant, on a tendance à être beaucoup plus économe, c'est-à-dire à ne pas justement modifier beaucoup. Alors, docteur, vous ne pouvez pas nous montrer le livre dont vous nous avez parlé, parce qu'il n'est pas encore sorti. Là, je peux vous montrer que la couverture, oui. Qui est un livre sur l'intérêt de la beauté et de la laideur. Et je ne sais pas si... Voilà. Alors, ça ne sera pas cette couverture-là, ça va être une autre. Mais le titre reste, ça s'appelle La beauté boîte, c'est Cocteau qui l'a dit. C'est-à-dire que pour être beau, il ne faut pas forcément être parfait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Et l'intérêt, justement, c'est de savoir pourquoi la laideur peut avoir de l'intérêt. Qu'est-ce qui séduit dans la laideur? Alors, pour vous donner un exemple, vous avez des gens très connus, vous avez des gens qui étaient notoirement laids et qui ont été des grands séducteurs dans le... vous voyez qui je veux dire, qui a eu les plus jolies femmes avec lui, qui étaient pourtant pas particulièrement beaux, mais qui avait une séduction qui passait par la laideur et la beauté, les deux à la fois, parce que il y avait des différents critères qui rentraient en jeu au fur et à mesure. Et dans ce livre, vous revenez également sur les origines de la chirurgie. Ah oui, tout à fait, puisque c'est l'intervention, la première plastique. Histoire, c'est la première intervention de chirurgie esthétique en France. Enfin, c'est pas en France d'ailleurs. Ça s'est passé en France, mais la première c'était en Italie. Mais là, c'est la première rhinoplastie qui a eu lieu en 1400. Alors, quelle est l'histoire de cette rhinoplastie et comment en a-t-on entendu parler? Alors, il y avait on découvre au fur et à mesure, par exemple. Moi, j'ai retrouvé un document que m'ont rapporté des assistants et qui était très intéressant parce qu'on a retrouvé des documents sur les instruments de l'époque. Et à l'époque, il y avait des instruments qui se rapprochent beaucoup des instruments qu'on utilise maintenant. Donc ça, c'est étonnant, parce que on s'aperçoit qu'il y avait des gens qui réfléchissaient déjà pas mal sur ces sujets-là. Il faut savoir que, par exemple, aux Indes, au XIIe, au XIIIe siècle, il y avait des gens qui se faisaient amputer du nez, on reconstruisait des nez déjà. Et au XIVe, pendant ce qui a été le début justement de cette chirurgie un peu surréaliste, parce qu'on a du mal à imaginer qu'au XIVe siècle on se faisait opérer, et c'était les duels, parce qu'ils se faisaient
arrachaient le nez en duel et il fallait les reconstruire. Donc il fallait avoir des gens qui connaissaient bien. Et les grands cracks de ça, c'était les Italiens à l'époque. C'était il y avait plusieurs facultés à Palerme et tout ça, où ils étaient très pointus parce qu'ils avaient le droit de disséquer. Or, en France, la dissection était interdite. Et dans mon livre, j'explique que justement On volait les cadavres en France. Il y avait des médecins qui volaient les cadavres. Alors justement, ils vont dans un cimetière et ils utilisent des cadavres pour faire les dissections, pour apprendre justement à opérer. Clandestinement. Voilà, clandestinement. Ils payaient les gens dans les cimetières pour avoir le droit d'avoir des cadavres. Et tout ça, c'est écrit dans le livre. Et alors, dans ce livre, vous parlez de cette première intervention en France. Voilà. Quelle est-elle? Alors, c'était une rhinoplastie et c'était sur quelqu'un qui était proche de la cour de Louis XI. Et donc, c'est assez amusant parce que ça a provoqué un drame et ce chirurgien il a été assez reconnu à l'époque, puis après, il a été effacé toutes ses traces ont été effacées parce que c'était un scandale, il avait touché à quelqu'un de la cour. Mais on lui avait demandé de... Pardon. C'est lui qui s'est arrogé le droit de faire ça, il a convaincu la personne de le faire. Ah oui. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est romancé, hein. Mais à l'époque, je suppose qu'évidemment, il n'y avait pas de chambre stérile, il n'y avait pas, justement, à la suite de ces opérations, pas mal d'infections. Alors, ça se passait comment? Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a découvert qu'ils étaient quand même assez forts dans tout ce qui est anesthésie. On utilisait des anesthésiants qui étaient assez efficaces. De lutte contre la douleur, il y avait l'opium. Il y avait l'opium, il y avait tous ces dérivés qui étaient très connus. Pour les mains, il y avait tout l'alcool, le vin et tout ça qui était utilisé. Le lierre, la girofle, tout ça, c'était utilisé. Et dans le livre, je vous explique tout ce qui est utilisé à l'époque pour éviter les infections. Et ils n'avaient pas du tout la notion d'infection au sens où nous on l'a, mais ils avaient compris, par exemple, qu'il fallait nettoyer, laver, il fallait beaucoup. Donc ça a permis d'évoluer. Et puis c'est les Italiens qui avaient déjà fait un pas en avant là-dessus. Et vous parliez donc de cet homme de la cour, mais là actuellement, il y a aussi de plus en plus d'hommes qui recourent à cette chirurgie esthétique. Il y a beaucoup d'hommes, il y en a de plus en plus, et il y en a toujours eu quand même beaucoup, mais il y en a de plus en plus maintenant. Mais il y a surtout beaucoup de jeunes. Ça, c'est plus surprenant parce que... Hommes et femmes. Hommes et femmes. Parce que moi, je trouve que c'est une chirurgie qu'il ne faut pas faire trop jeune. Parce que d'abord, on ne sait pas ce qu'on aime. Ça paraît idiot, mais quand on est jeune, on a le goût qui change. Et je pense que c'est important de les freiner avant de... Et je trouve lamentable qu'à l'heure actuelle, cette folie d'opérer des jeunes apparaisse, quoi. Sauf bien sûr s'ils ont eu un accident ou ah oui, ça c'est autre chose. Moi, je parle sur le plan esthétique. Hein. Mais vous avez des jeunes filles qui veulent se faire refaire les paupières à 25 ans maintenant. Je trouve que ça, on peut le faire. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice-risque qui est satisfaisant? Après, il y a aussi l'effet de mode qu'on voit à la télé, dans certaines chaînes de réalité, où effectivement il y a des implants, par exemple fessiers, ou ce genre de mode qui fait que c'est justement ces jeunes-là... cette télé-réalité qui a mis ça à la mode. Mais je pense que c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est pas une bonne chose parce que il y a des disgrâces qui sont justifiées, qu'il faut changer. Un vilain nez, bon, si ça perturbe. Moi, je pense qu'il faut commencer à y réfléchir quand ça perturbe. Mais il faut savoir, quand ça perturbe, c'est à quel niveau? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est délirant? Ou est-ce que c'est positif? Si c'est positif et justifié, oui, on peut réfléchir. Si c'est délirant, il ne faut surtout pas rentrer dans le jeu. L'émission doit se terminer maintenant. Une dernière question, Christine? Comment vous voyez évoluer la chirurgie esthétique dans les années à venir? Alors, moi, je pense que la chirurgie esthétique, il faut la voir de deux façons. D'abord, j'allais dire, il y a une partie mécanique et une partie abstraite. La partie mécanique, c'est qu'un nez qui est grand et large, il faudra forcément le réduire pour qu'il soit plus joli. Des seins petits, il faudra mettre quelque chose dedans pour qu'il soit plus gros. Ça, c'est la partie mécanique. Faire des fesses grosses, c'est la mode. Enlever de la graisse, c'est aussi une mode. Après, la partie, j'allais dire, esthétique et éthique, c'est est-ce qu'on peut proposer aux gens des changements? Est-ce qu'il n'y a pas justement... Et je pense que c'est le créneau de la chirurgie, de cette médecine esthétique,
qui permet de retarder l'arrivée de la chirurgie esthétique, de la chirurgie elle-même. C'est-à-dire de permettre d'attendre en faisant des petits moyens. Et c'est pour ça c'est une grande mode actuellement. Et ça continuera à se développer pendant un moment. Jusqu'au moment où les gens se rendront compte que ce n'est pas la panacée et qu'il y a certains cas où il faut vraiment passer à la chirurgie. Et au moins, ils auront le temps de s'y faire et de savoir ce qu'ils veulent et moi, ne veulent ce pas. que je pense, c'est qu'il faut être très prudent et surtout très, j'allais dire, calme et faut que je vous trouve un mot pour ça, c'est raisonner. Il ne faut pas se décider trop vite. Il faut rester raisonnable. Voilà. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à bientôt.